Quand je pense aux longs métrages d'animation de mon enfance qui m'ont marqué, je me rends compte que peu sont d'origine française. Nous sommes dans les années 90 et la majeure partie de l'animation internationale est encore dominée par les studios américains ou japonais. Ainsi, en tête arrivent les films d'animation tirés des studios United Artists et Universal Pictures sous la houlette de l'artiste Don Bluth, avec les dessins animés Le Petit Dinosaure et Brisby et le Secret de Nîmes. Bien sûr, les studios Disney ont forgé une grande partie de mon imaginaire, avec par exemple Aladdin, La Belle et la Bête ou encore Le Roi Lion. Mais un film d'animation que ma sœur, mon frère et moi avons beaucoup regardé a été façonné dans la douleur, la mort et les déconvenus, puisqu'il va connaître 3 versions en comptant la version restaurée, va témoigner de la disparition d'un studio, mettra 35 ans à voir le jour dans sa version finale, et ce quelques années après la mort de l'un de ses 2 créateurs principaux. Sur un scénario de Jacques Prévert et sous la direction artistique de Paul Grimaud, ce film est l'une des pierres angulaires et fondatrices de l'animation mondiale, tant il a influencé de nombreux studios de par le monde. Ce film reste encore à mes yeux un chef-d'œuvre incontournable pour qui aime le cinéma d'animation. J'ai nommé Le tristement oublié, Le Roi et l'Oiseau. Ce film est fascinant pour les techniques novatrices qui ont été mises en œuvre afin de le réaliser, pour ses qualités scénographiques et artistiques, ainsi que pour son récit qui est tourné vers la résistance au pouvoir, à l'émancipation du peuple et à la destruction d'un régime totalitaire. Je vous emmène de l'autre côté du miroir afin de saisir ensemble la portée immense et indélébile d'un monument du cinéma d'animation. Le studio d'animation Les Gémeaux a été créé en 1936 par Paul Grimaud et André Sarru. Les premiers projets sont consacrés à l'élaboration de films publicitaires, comme ici Le Messager de la Lumière vantant les mérites des ampoules Mazda, marque aujourd'hui disparue et qui a pour protagoniste un soleil tout fatigué qui veut aller se coucher. Durant la Seconde Guerre mondiale et l'occupation, les films américains sont interdits à la diffusion sur le territoire français. Bien qu'Hitler et Goebbels soient fascinés par le studio Disney au point d'organiser des séances de projection privées du dessin animé Blanche-Neige, ceux-ci semblent peu convaincus du pouvoir illustratif de l'animation comme outil de propagande, comme on peut le voir dans le travail de recherche de Claire Allangul dans la revue Études germaniques, esthétique, histoire des arts numéro 256. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. De fait, en Europe, durant et au sortir de la guerre, très peu de studios ont la capacité technologique ainsi que le savoir-faire pour produire des dessins animés d'envergure, contrairement aux studios américains comme on l'a vu précédemment. Or, à la fin de la guerre, Paul Grimaud et Jacques Prévert ont l'ambition d'adapter le conte de Hans Christian Andersen, La Bergère et le Ramoneur, qui se voudra alors le tout premier long métrage d'animation français. Il ne s'agit pas de la première coopération entre les deux auteurs, leur court-métrage Le Petit Soldat, sorti en 1947, reçoit un très bon accueil critique ainsi qu'une récompense à la Mostra de Venise, qui est pour vous situer l'équivalent italien du Festival de Cannes, avec un peu plus de prestige et beaucoup moins de Roselyne Bachelot. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Prévert n'en est pas à son premier coup dans le monde du cinéma, il a écrit des scénarios pour Marcel Carné, comme le très controversé à sa sortie Quai des Brumes en 1938 ou encore le Total Footrack Drôle de drame de 1937, 2 films que je vous recommande chaudement. Moi j'ai dit bizarre, comme c'est étrange. Avec Grimaud, il s'attelle à la confection du scénario de La Bergère et le Ramoneur durant la réalisation du Petit Soldat, et l'étape de réalisation démarre en 1947. Le studio est alors doté d'une dizaine d'animateurs et les ambitions du long métrage offrent un appui financier
financiers conséquents, soit 500 millions d'anciens francs, qui permettent en 1949 de recruter une centaine d'artistes. Les producteurs exigent alors par contrat que la production du long métrage ne devra pas excéder 3 années. Seulement, 3 années c'est extrêmement court, déjà parce que la majeure partie des animateurs n'ont pas de compétences spécifiques pour l'animation. Je rappelle que le projet est une première en France et que ceux-ci avaient prévu de se former au cours de la réalisation, certains d'entre eux ayant été recrutés carrément dans les écoles d'art directement. Ensuite parce que le duo ambitionne de livrer un projet de grande envergure et de ne pas limiter l'animation au public d'enfants auquel il a alors toujours été destiné et souhaite s'adresser à toute la famille. Enfin, pour vous donner des ordres de comparaison, Blanche-Neige et les 7 nains avaient demandé 4 ans de préparation et avaient englouti la quasi-totalité du budget, soit 1,5 million de dollars. Pour l'époque, c'est colossal et même par rapport aux standards actuels. Par exemple, pour un film plus récent comme Zootopia, sorti en 2016, lui a coûté environ 150 millions de dollars, a demandé un peu plus de 3 années pour être complété. Tout ça témoigne d'une forme d'inexpérience auquel ont dû faire face les équipes du studio des Gémeaux. Inexpérience inévitable à cause de leur position de pionniers des studios d'animation européens. Au final, c'est une première version qui voit le jour sous le nom de La Bergère et le Ramoneur, sortie en 1953. Cette version a été désavouée par Grimaud et Prévert et a été achevée par le studio des Gémeaux après que celui-ci ait mis fin à la collaboration avec les deux auteurs n'ayant pas réussi à achever le film dans les temps. Le film fit tout de même une petite impression puisqu'il est récompensé au Grand Prix de la Biennale de Venise en 1952, dans laquelle on ne trouvait toujours pas de Roselyne Bachelot. Comment est votre blanquette? Grimaud racheta les droits de son propre film en 1967 et mit la main sur les négatifs alors que le studio des Gémeaux ferma ses portes après une faillite. Le film ne correspondant pas à la vision que Grimaud et Prévert avaient de leur projet, ceux-ci doivent alors recommencer quasiment depuis le début, puisque les seuls travaux qui restent sont ceux montés par le studio des Gémeaux. Encore une fois, les sous-sous deviennent un problème, et c'est par le biais du financement du CNC que ceux-ci parviennent à la construction du second film, Le Roi et l'Oiseau. Le Roi et l'Oiseau prend place dans le royaume de Tachycardie, où règne par la terreur le roi Charles V et 3 font 8 et 8 font 16, entouré par des courtisans qui n'ont pas la force ou le courage de lui dire qu'il est quand même super nul au tir au pistolet et à la carabine, car celui-ci n'hésite pas à exécuter à tour de bras quiconque de ses sujets aurait le malheur de lui déplaire. Un jour, après une partie de chasse organisée en son honneur, le peintre officiel du royaume choisit de représenter le roi tel qu'il est, à savoir avec un strabisme. Le roi exécute le peintre officiel qui n'aura donc dans sa vie de peintre officiel peint qu'un seul et unique tableau au cours de sa courte carrière en mode bouton magique de Photoshop s'il vous plaît. Le portrait du roi est installé au sein de ses appartements secrets avec d'autres œuvres d'art et le roi contemple après modification de son nouveau portrait un diptyque représentant une jeune bergère située face à un non moins jeune ramoneur. Une fois le roi endormi, les tableaux prennent vie et le couple du ramoneur-bergère tente de s'échapper des appartements secrets alors que le portrait du roi ayant pris vie lui aussi promet de se marier à la bergère car les bergères épousent les rois. Et pas de discussion. Ils parviennent à s'échapper par la cheminée et le roi qui se réveille fait face à son portrait ayant pris vie. Le portrait se débarrasse du roi et prend sa place. Sur les toits, les deux amoureux font connaissance avec l'oiseau, animal doué de parole qui leur apprend que le monde existe. Le nouveau régent fait rechercher les fugitifs afin de mettre la main sur la bergère, fugitifs qui vont descendre progressivement dans le royaume jusqu'à en atteindre les tréfonds. Ils font la connaissance du peuple, dont l'interlocuteur est un musicien aveugle lorsque le nouveau roi, ayant mis en marche un robot géant, détruit en partie la ville basse. La bergère échange la promesse d'un mariage contre la libération du ramoneur et de l'oiseau, et le roi, en tout bon connard dictatorial qu'il est, les envoie aux travaux forcés. Le ramoneur et l'oiseau sabotent le travail à la chaîne qui leur est imposé et sont envoyés pour être dévorés au sein de la fosse aux lions dans laquelle ils retrouvent le musicien aveugle. L'oiseau parvient à haranguer les lions et un ours qui se révolte, ceux-ci foncent alors vers la ville basse pour renverser le roi. Une bataille épique, mais sans lion, a alors lieu sur la plateforme de commandement du robot géant. Le roi est vaincu puis soufflé genre vachement loin, et tout est bien qui finit bien sur les ruines du royaume de Tachycardie.
Comme on a vu, Le Roi et l'Oiseau est avant tout une histoire dans laquelle les protagonistes vont d'abord effectuer une ascension, puis une descente vers les profondeurs. La lutte pour échapper à la grippe du roi s'effectue depuis la ville basse, et c'est l'outil de destruction du roi qui finit par se retourner contre le royaume. À ce titre, le royaume est indissociable du roi. L'ascenseur privé, unique moyen d'accès aux appartements secrets du roi, traverse de part en part chaque administration, secteur régalien et ministère. Le roi bénéficie d'un droit de passage facilité et centralisé. La technologie employée semble parfois futuriste, parfois anachronique. L'ascenseur tient plus du steampunk, mouvement artistique et architectural où se côtoient machines à vapeur et style victorien ayant pris son essor dans les années 80, alors que le château ainsi que la ville basse arborent des constructions plutôt médiévales. Ce patchwork témoigne de la longévité du royaume ayant traversé les âges à l'image du titre royal qui est une succession de chiffres additionnés. On comprend alors que le système politique est hérité de longue date et que celui-ci perdure depuis fort longtemps, une caractéristique classique du genre du conte dont le récit est tiré. Les panoramiques proposées font clairement référence au travail de l'italien Giorgio de Chirico, notamment Piazza d'Italia de 1913, aux côtés duquel on aperçoit des éléments empruntés au mouvement italien futuriste de la Città Nuova d'Antonio Sant'Elia de 1914, mouvement qui a fini par entrer en collusion avec le fascisme de Mussolini qui exaltait la technologie, la vitesse et la force. Prévert avait dans l'idée que l'architecture de la ville serait, je cite, une invraisemblable tour de Babel dans un style abominablement disparate et d'un luxe éclaboussant. Le style que l'on pourrait appeler style néo-Sacré-Cœur building kiosque à musique cathédrale de Chartres, Sainte-Sophie du Fayel, Grand Palais Galerie, des machines Tour de Pise et Trocadéro réunis. On constate la volonté des auteurs de vouloir ancrer leur travail dans un ensemble de références artistiques. En effet, l'art est omniprésent et sous de nombreuses formes, au point qu'il finit par remplacer l'antagoniste principal du roi puisque c'est son portrait, figure idéalisée et améliorée qui prend sa place. Le récit s'articule autour du conte d'Andersen puisqu'il en prend la trame à laquelle on retrouve le travail de Pere Borel del Casso, Escapando della Critica de 1874. L'horloge rhinocéros fait référence au rhinocéros habillé en dentelle de Dali, travaillant autour d'un des travaux du peintre Vermeer et ayant confectionné un rhinocéros de métal à partir d'une gravure de Dürer. Parce que oui, Le Roi et l'Oiseau manie des références subtiles qui, bien que dispensables à la compréhension du récit, je rappelle que les enfants sont aussi le public visé, permet, si l'on fouille ces éléments, de plonger dans une portion de l'histoire de l'art. Des références sont plus évidentes, comme des portraits du roi dans le style de Picasso, ou encore le robot géant qui conclut le récit en prenant la pose du penseur de Rodin. Celui-là même est équipé d'un système complexe de machinerie, orchestre mécanique et projecteurs lumineux. En somme, le robot géant est un cinéma ambulant, comme on peut le comprendre dans cette étrange et magnifique scène où les fugitifs se dessinent en ombres chinoises déformées sur le sol. Mais le robot géant est aussi tout à la fois un instrument d'oppression et de libération. C'est lui qui permet d'enfermer les protagonistes, tout comme c'est ce même robot géant qui renverse le royaume et détruit la cage de l'oiseau à la fin du récit. Le cinéma, comme l'art, peut être un outil oppressif comme progressif et révolutionnaire. Il s'agit de l'employer convenablement. Prenons un exemple. Le peintre officiel choisit de respecter sa perception de son sujet quitte à en mourir, alors que bon, il sait très bien que le roi n'est pas franchement un type ouvert d'esprit et que personne n'ignore sa réputation vindicative. La récompense qu'il reçoit correspond à celle que l'on peut trouver dans l'ordre des arts et des lettres, mais ne protège en rien l'artiste du piège du roi. Les récompenses sont un leurre qui enferme les artistes au bon vouloir des puissants. La musique occupe une place bien à elle et c'est Joseph Cosma, illustre compositeur de musique pour le cinéma qui était lors de la réalisation du premier projet en charge des partitions pour le long métrage. Mais lors de la deuxième mouture, ayant déjà composé pour le premier film, celui-ci refusa de travailler de nouveau. C'est Wojciech Kilar qui le remplacera pour le second jet et va nous pondre un thème musical de toute beauté que je ne peux pas vous faire écouter ici pour des raisons de droit d'auteur, ce qui rend l'analyse musicale extrêmement compliquée sur YouTube. Et c'est dommage car la musique joue un rôle central dans l'intrigue, on y retrouve un thème composé comme une ascension, on progresse d'accords mineurs vers de rares accords majeurs, et le morceau du coup est plutôt mélancolique, bien qu'on termine sur un ensemble pétillant, comme une libération. C'est une composition récurrente, entrecoupée de chansons, un thème musical qui revient dans des versions modifiées, adaptées à la scénographie et au scénario. Enfin, Le Roi et l'Oiseau est une réflexion sur le pouvoir, l'isolement du monarque vis-à-vis de ses sujets et de la résistance du peuple. On l'a vu, le roi est un gros nul, il a besoin d'une marche pour contempler son royaume par la fenêtre, n'a aucune aptitude martiale bien qu'il soit totalement belliciste, c'est d'ailleurs un accident de chasse qui tue la compagne de l'oiseau comme on peut le voir sur la tombe en début de long métrage. Les gardes représentent une apparence uniforme à l'exception d'une éventuelle plume coiffant le haut de forme. Cette allure les rend indissociables afin de signifier l'aspect interchangeable de la police au nom de la sécurité du roi. Le code pénal est sans texte, représentant des situations par des images.
Mais un code simplifié à l'extrême n'est pas une bonne chose. Par exemple, dans le code du travail, la nécessité d'avoir 3 pages concernant les sanitaires indique les nombreuses transformations et besoin de précision sur la tenue des sanitaires à destination des employés. Parce que si on laisse faire les patrons, ceux-ci ont vite fait de nous supprimer la pause pipi. La phrase Mais vous m'aviez promis qu'il serait libre. Le travail, ma belle, c'est la liberté. Que l'on retrouve au-dessus des camps de concentration nazis, tout comme la carte d'identité de travailleurs volontaires, font référence à l'occupation et à la collaboration sous Vichy. Curieusement, il n'y a pas de religion représentée, c'est le pouvoir monarchique qui supplante les icônes et le mariage est civil. C'est le maire de la ville qui officie le mariage et non un prêtre. La population de la ville basse est tellement opprimée et aliénée qu'elle ne sait même pas à quoi ressemble un oiseau. C'est d'ailleurs une doyenne qui fait la réflexion. Curieux, je les voyais pas du tout comme ça, moi, les oiseaux. Ce qui veut dire que le régime politique dure depuis très longtemps. Enfin, le système est tellement centralisé que lorsque le roi est vaincu, le royaume tout entier est détruit. Il n'est pas sauvegardé ou redistribué au peuple. Bon, c'est plus trop une surprise à l'heure de l'internet mondial, mais Le Roi et l'Oiseau est un travail qui a influencé de nombreux artistes. Des plus évidents, comme Le Géant de Fer de Brad Bird ou encore Isao Takahata, qui plus tard fondera avec Miyazaki les studios Ghibli, a dit que s'il n'avait pas vu La Bergère et le Ramoneur à sa sortie lorsqu'il était étudiant, n'aurait pas songé à travailler dans l'animation. Enfin, Osamu Tezuka, célèbre créateur d'Astro Boy, a dit avoir été fortement frappé lors de la sortie de La Bergère et du Ramoneur. Il écrira en 1950 Le Roi Léo, qu'il adaptera en long métrage au cinéma en 1965. Ce travail sera honteusement plagié par Disney, dans une œuvre plutôt confidentielle. De plus, il est très probable que si vous n'aimez pas Le Roi et l'Oiseau, ou alors vous ne l'avez jamais vu, qu'en revanche vous aimiez le travail d'une personne qui a été touchée, émue ou motivée par celui de Grimaud et Prévert, qui a elle-même probablement contribué à passer le flambeau à d'autres artistes, et ainsi de suite. Moi par exemple, mon chouchou c'est Felix Colgrave, artiste australien que je considère comme le big boss interplanétaire de l'animation sur YouTube. Je n'ai pas réussi à le contacter pour cette vidéo, mais je suis sûr que d'une manière ou d'une autre, son travail est connecté avec celui de Paul Grimaud, puisque l'art est une longue succession de passations, d'inventions et de références, à l'image du film Le Roi et l'Oiseau qui contient en son sein un ensemble de symboles, de tableaux, de sculptures et de références artistiques. Celles-ci sont internationales, comme on l'a vu, et pour peu qu'elles puissent arriver jusqu'à vous, sont tout à fait capables de s'affranchir des frontières. Le Roi et l'Oiseau est un chef-d'œuvre certes, mais parmi beaucoup d'autres œuvres et films grandioses à voir et à vivre. Le fait est que je le trouve un chouïa compliqué par rapport aux standards actuels, il souffre d'un rythme un peu en lenteur et manie des références quelque peu datées, comme ici, l'apparition du général Pinochet le temps de quelques secondes. Aussi, si vous souhaitez le montrer à des enfants, il faudra peut-être les accompagner sur des thématiques telles que le mariage forcé, ce qui est méga glauque quand on y pense, sur l'aliénation d'une population au service d'un état totalitaire, de la nécessité du sabotage comme outil de lutte et de la relation qu'entretiennent les puissants avec l'art. La plupart de ces concepts sont encore d'actualité aujourd'hui alors que nous vivons de plus en plus sous des institutions centralisées et violente à l'égard de la contestation, et que pointe pas si loin que ça le spectre effrayant du fascisme. Ah, et n'oublions pas les lions, qui ont des tronches interchangeables, ça je m'en remets pas. C'est en fait dû aux constantes réécritures et au changement des équipes de création du long métrage. Il y a presque un jeu à faire pour deviner de quelle mouture ces magnifiques félins sont faits, et ayant revu le film à de nombreuses reprises récemment, je ne peux pas m'empêcher de rire en voyant ce lion, celui-là, qui a une superbe face. C'est donc lui qui va conclure cette vidéo. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, j'y ai beaucoup appris en matière de modélisation et d'animation, tout ça était très fun. Sérieusement, regardez Le Roi et l'Oiseau ainsi que tous ses descendants. En France, le monde de l'animation et de la bande dessinée que j'ai toujours connecté d'une manière ou d'une autre est passionnant et fourmi de talents et de curiosités qui valent le détour. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.